Le mercredi 10 juin 1750, François retourne au béguinage. Il a consacré sa matinée à la résolution d'une affaire de querelle de voisinage qui a mal tourné sur la rive opposée à la rue de la Petite Sénette, dans l'un des plus vilains recoins de Bruxelles, communément appelé le cul-de-sac derrière le moulin, voire vulgairement de Scheetpoort, qui veut dire la porte de merde. Après avoir passé quelques heures dans ces ruelles tristes qui sillonnent la ville, aux masures serrées les unes contre les autres, suant une humidité âcre, lâchant les bouts de leur misère par toutes leurs fentes, il se réjouit de retrouver les chemins verts qui vont se perdre dans la campagne, les carrés de prairies où se dressent, droits et vigoureux, d'énormes bouquets de tilleuls ou de saules. Dès son arrivée dans l'enclos, une véritable petite ville insérée dans la cité, l'inspecteur retrouve la sérénité. Les ruelles très propres, les rangées de maisonnettes individuelles, toutes semblables, sans décoration mis à part le saint protecteur placé dans une niche au-dessus de la porte, apportent une sensation de calme infini. Les parterres de fleurs ajoutent une note de gaieté aux cours et aux jardinets tranquilles. Les senteurs douces de violettes et de pensées finissent d'apaiser les nerfs du clerc du sang qui arrive au coin de la ruelle du Peuplier. « Mesdames, je vous donne le bonjour, dit-il. » Les dentelières, qu'il a l'intention d'interroger, sont assises à l'extérieur de la maison de Constance. Angèle et Francisca côte à côte, et la doyenne à quelques pas d'elle. Francisca a placé une chaise de paille devant elle, le dossier tourné vers elle. Elle peut ainsi y placer le pied pour soutenir son carreau de dentelle particulièrement massif posé sur ses genoux. Angèle est penchée sur un ouvrage plus petit. Quant à Constance, son profil calme est incliné vers un carreau de dentelle monté sur un pied, muni d'un tiroir sur l'avant et surmonté d'un coussin en lin galonné. À 75 ans, elle semble toujours aussi perfectionniste et méticuleuse, deux qualités essentielles dans la dentelle. Ses mains lentigineuses, fermes et stables grâce au savoir-faire acquis durant les nombreuses années de pratique de cet art, n'ont rien perdu de leur dextérité. « Oh, j'ai le cœur sans dessus, savez-vous, » répond-elle au policier qui prend de ses nouvelles. Il l'invite à parler de la victime. « Clotilde est une amie remarquable. » Était, se reprend la vieille dame encore incapable de parler de sa voisine au passé. Elle avait de réelles qualités d'écoute. C'était une vraie confidente, dévouée. Son doux sourire triste corrobore la personnalité attachante de cette béguine qui semble née pour répandre autour d'elle paix, harmonie et beauté. L'officier se tourne vers les jeunes femmes qui les ont rejoints, se tenant debout derrière la vieille dentelière. « Comment décririez-vous Clotilde » demande le policier à Francisca qui a posé la main sur l'épaule de Constance. « Clotilde était féminine, répond-elle avec un accent flamand prononcé. Elle était toujours assez soucieuse de plaire, que cela se traduise par son côté accueillant ou par son apparence soignée. » Tout en parlant, elle a rajusté, dans un élan de coquetterie, son éternel bandeau brodé qu'elle a passé au-dessus de la coiffe blanche, donnant presque l'impression qu'elle parlait de ses propres qualités. « Et quelle relation aviez-vous avec elle ?» Devant le silence de sa collègue, la Benjamine prend la parole. Elle est toute mignonne dans son uniforme qu'elle a gardé de ses années d'orphelinat. Un pull bleu marine avec col en V sur une chemise blanche, et qui correspond au règlement. Dès leur admission, jusqu'au jour où elles reçoivent l'habit, les postulantes portent des vêtements civils, mais ils doivent être simples et discrets. Au départ, sœur Régina avait envisagé de confier mon apprentissage à Clotilde, dit la jeune Angèle.
Sœur, répète l'inspecteur, une interrogation surprise dans la voix, scrutant du regard des yeux bleus, myopes, légèrement plissés derrière les lunettes carrées à monture noire de la novice. Oui, intervient Constance. Elle n'a pas prononcé de vœux, comme nous toutes, mais elle aime malgré tout que les jeunes l'appellent sœur Régina. Ce qu'elle est fière, Néo, n'est-ce pas? La coupe Francisca impulsivement. Et très déterminée. Ceci dit, tempère la vieille Béguine, elle est dévouée aux autres et tout à fait capable de commander et d'assumer ses responsabilités. L'officier met fin à la diversion et ramène la discussion au sujet qui l'intéresse. « Vous me parliez de Clotilde, dit-il à la jeune fille. Celle-ci passe inconsciemment les doigts en peigne dans ses cheveux foncés, raides, qu'elle a coiffés, en dessinant une raie du côté droit de la tête, puis en attachant la mèche sur le dessus du crâne à l'aide de barrettes. Oui, Clotilde me disait que j'avais certains traits de son caractère. J'ai par exemple un solide sens pratique, une intelligence synthétique qui me permet d'avoir immédiatement une vision d'ensemble des situations. Mais j'ai finalement choisi d'apprendre la dentelle parce que j'aime le raffinement et la précision. L'inspecteur prend quelques notes, puis questionne aimablement la doyenne, dont le visage rond et fripé évoque une pomme rainette de fin de saison. Quelques mèches grises s'échappent du bonnet blanc garni d'une petite dentelle nouée sous le menton. Toute menue, elle semble fragile, petite femme délicate aux yeux usés, penchée sur son tambour, son éternel châle écru couvrant ses frêles épaules, croisé sur la poitrine et épinglé à la chemise noire. « Vous avez toujours vécu dans cette maison? Vous avez toujours été dentelière ?»« Oh non, hein. J'ai travaillé la majeure partie de ma vie dans l'industrie drapière. Ah ça, je peux vous en compter, elle. Mais je vais m'installer dans mon fauteuil pour ça. Mes vieux os ne refusent pas un brin de confort. » La Béguine se tourne vers sa soubrette. « Angèle, sois gentille, Masque. Va nous préparer une tasse de café. » Elle se lève péniblement, invite l'officier à la suivre et entre dans la maison. Une fois installée dans son fauteuil à la structure en hêtre et à la forme enveloppante, elle se lance dans un récit long, circonstancié et passionné, ravie de confier l'histoire de sa jeunesse à l'inspecteur assis devant elle, sur la chaise de paille qu'elle l'a prié de bien vouloir entrer. L'industrie drapière a joué un rôle majeur dans l'essor des béguinages, savez-vous. C'est le contexte socio-économique qui explique en partie cet essor. Voyez-vous, le mouvement béguinal est surtout un phénomène lié aux cités. L'urbanisation croissante a causé une migration d'hommes jeunes célibataires et surtout de femmes attirées par les nouvelles possibilités de travail à Bruxelles. Pour les femmes en particulier, il était plus facile de trouver du travail en ville qu'à la campagne, en tant que servante, bonne d'enfants, lavandière, garde-malade ou dans toute autre activité qui n'exigeait que peu de formation. Elle boit une gorgée de café chaud que lui a apporté Angèle. L'industrie textile naissante tout particulièrement a besoin d'un grand nombre d'ouvriers non formés pour différentes opérations traditionnellement attribuées aux femmes, le lavage, le filage et les nouages de la laine. Cet essor coïncide d'ailleurs avec les premiers accords passés entre les villes brabançonnes pour défendre l'accès des cités aux foulons et tisserands, réfractaires aux réglementations qu'on voulait leur imposer. Il semble qu'une main-d'œuvre féminine soit venue compenser un travail masculin auquel on a préféré renoncer en raison de l'agitation qui sévissait en milieu artisanal. Elle repose sa tasse de café sur l'élégant petit guéridon en bois naturel de noyer, sculpté et mouluré, placé à sa droite, puis reprend son récit. Ceci dit, la production dans les béguinages est strictement limitée. Aucune béguine ne peut produire plus de 10 pièces pour ne pas nuire aux tisserands. Nous ne pouvons fabriquer des étoffes vertes, rouges ou brunes. On nous interdit aussi de confectionner du drap peigné ou lisse. Celle qui n'observe pas cette réglementation est punie d'une amende.
Lors d'une seconde infraction, tout le drap qu'elle a produit est confisqué et si elle commet encore une faute par la suite, elle est renvoyée. À qui est destiné le montant de ces amendes, s'enquiert l'inspecteur. À la cour commune. L'argent est dédié à l'entretien du mur et des fossés du béguinage ou à la table du Saint-Esprit. Et si les murs et les fossés sont si bien préservés, on peut s'imaginer que nombre d'entre elles fraudent, pense le policier, qui a tendu l'oreille et qui griffonne frénétiquement dans son calepin. Il invite ensuite la vieille dame à poursuivre. Aucune béguine ne peut vendre de la laine anglaise sur le marché, sous peine de confiscation de ses produits. Il est aussi interdit aux béguines d'exposer du drap dans la halle aux draps de la ville. Les tissus fabriqués au béguinage ne peuvent être vendus qu'à l'intérieur de l'enceinte. En cas de contravention, la béguine est punie d'une amende. « Oh, mais les règles sont sévères », intervient le policier surpris. « Oui, mais les activités auxiliaires de l'industrie drapière sont lucratives pour les béguines parce que le drap qu'elles produisent est exempté de charges et de péages par les autorités communales, ce qui amène des conflits répétés avec les guildes et les métiers, qui considèrent le travail des béguines comme une concurrence malhonnête à cause des exemptions de droits et de péages dont nous bénéficions et que les corporations doivent payer. Et en plus, nous ne sommes pas soumises, et refusons de nous soumettre, au règlement des guildes. Nous avons même été menacés, en cas de refus, d'être chassés de l'enclos. Mais beaucoup de béguines n'ont point attendu l'exécution de cette menace et ont quitté le béguinage. On peut donc considérer que les béguines ont été des grévistes d'avant-garde, dit la dentelière, lâchant un petit rire qu'elle dissimule derrière sa main flétrie par les ans et les fuseaux. La vieille dame s'est tue un instant, perdue dans ses souvenirs. Elle pince les paupières, plonge dans sa mémoire pour retrouver le fil de sa narration. Ainsi, je me suis occupée du cardage, de la cérance, de la filature, du tissage, de l'énouage et du blanchissage de la laine, dit-elle d'une voix pointue, où percent l'autosatisfaction et la fierté. Le clerc du sang hoche régulièrement la tête au fil de sa prise de notes. Lorsque l'industrie drapière a commencé à reculer, nous sommes passés à d'autres activités manuelles, comme la dentelle, la broderie, les travaux d'aiguille, ce qui a provoqué un nouveau conflit entre les béguines et le métier des tailleurs cette fois. Plusieurs béguines se sont mises à coudre des vêtements et certaines d'entre elles ont mis sur pied un atelier avec enfants et ouvrières, ce que les tailleurs de la ville considèrent comme une concurrence déloyale. Selon l'accord trouvé au XVe siècle, les béguines ne peuvent plus coudre des vêtements nouveaux, mais uniquement exécuter des réparations. « Hein ? Mais vous me parlez de quelle époque, là ?» s'écrie soudain le policier d'un glapissement de voix que la colère étrangle, furieux de comprendre que la vieille lui bassine un cours d'histoire, alors que, s'il les fait parler d'elle et de leur vie au béguinage, c'est parce qu'il cherche à cerner la personnalité de la victime et à déceler le moindre indice utile. Du XIIIe au XVIIe siècle environ. Vous m'avez demandé si j'avais toujours été dentelière. À partir du siècle dernier, la fabrication de dentelles est effectivement devenue une source de revenus dans les béguinages, mais jusqu'en 1700, j'ai calandré les étoffes. Voulant relever la draperie de l'abaissement dans lequel elle était tombée, le magistrat a fait fabriquer un moulin à calandrer, semblable à celui qui existait à Anvers. Tous les vendredis, j'allais utiliser ce moulin à la maison dite Le Roi David, située au nouveau marché au bétail de la rue de Laeken, à l'endroit où l'on a construit un entrepôt depuis. La dentelière s'est tue. Elle opère un lent mouvement de recul du buste et se cale délicatement les omoplates contre le dossier du fauteuil, un sourire serein aux lèvres. En cet instant, elle incarne particulièrement l'exemple type de la béguine ayant refusé les voies traditionnelles qui lui étaient réservées, le cloître ou le monde, pour adopter une troisième voie, mener en laïque, avec un cœur pur, une existence communautaire, une vie simple et dévote d'isolement spirituel, inspirée de l'Évangile. Toute une vie de prière, de recherche mystique et de travail contemplatif, une vie entière passée à observer le précepte apostolique, voire universel, « Vivere de labore manum et nemini oneri esse ».
vivre de son travail manuel et n'être à la charge de personne. Et une placidité souveraine devant l'emportement de l'officier. Un équilibre qui filtre au travers de son attitude, empreinte de calme et de douceur. Le clerc du sang, vaguement honteux d'avoir perdu patience, remercie la doyenne et prend congé. Lui qui, d'ordinaire, a l'humeur plutôt stable et tranquille, s'est départi de son calme, probablement motivé par son besoin de réalisation et de réussite. C'est que M. Vandenbolk possède une nature assez méfiante et prudente, qui peut aisément passer pour de la froideur, de la fierté, voire un sentiment de supériorité, alors qu'il s'agit en réalité de pudeur et de timidité, son flegme apparent dissimulant une réelle nervosité. Sur le chemin du retour, comme à son habitude, François flâne, prend son temps pour décompresser, laisser ses pensées rouler dans son esprit. Lorsqu'il pose le regard sur la route, il voit arriver vers lui un Zinneke, un chien sans race, genre border collie croisé, noir et blanc, portant dans sa gueule un gros bâton. Arrivé à sa hauteur, lorsqu'il voit l'air visiblement réjoui du canin, l'inspecteur se fait la réflexion qu'il a dû être un chien dans une autre vie, toujours joyeux lorsqu'il peut ramener un bâton à la maison pour le rogner, le mettre en miettes et en sortir de jolies sculptures miniatures. Le lendemain, jeudi, François part dans la matinée interroger Mathieu, l'amant présumé d'Angèle. Il prend la route en sifflotant, longe la rive sud du bassin aux barques, atteint la porte du rivage. Construit sur la seconde enceinte de Bruxelles, l'accès fluvial et douanier du canal de Willebroek vers le port intérieur de Bruxelles, communément appelé Porte du Canal, domine le paysage de ces majestueuses colonnes oblongues surmontées d'une boule telle 4 quilles géantes collées à la façade du bâtiment rectangulaire au-dessus duquel est perchée une maisonnette au toit à 2 versants. Sur le pont qui enjambe le canal, quelques badauds regardent passer 4 mètres plus bas, eux et autres barges à fond plat, barques à voile ou à mât, et quelques embarcations légères que des hommes propulsent habilement sur l'eau à l'aide d'une perche de navigation. M. Vandenbolk passe sous l'arc cintré de la porte du rivage, dépasse le pavillon d'octroi et emprunte l'allée à sa gauche, formée par une double rangée de tilleuls robustes, heureux de retrouver paysage bucolique et senteurs champêtres. Il aime par-dessus tout ses randonnées aux confins de la ville, où le réseau de voies et ruelles fait place à un assemblage de prairies, de jardins, de cultures. Arrivé à la maison du chien vert, jolie guinguette construite au-dessus de l'aqueduc siphon dit les 3 trous, enjambant la Sénette, il voit l'attelage B à l'arrêt, salue l'un des chevaux d'une caresse sur le bout du museau blanc, l'autre sur la crinière noire, fournie et soignée. La longue charrette de brasserie, chargée de 5 fûts, vient approvisionner l'auberge en bière baptisée Hond, dont le nom a été transmis à l'établissement. Comme celui-ci se situe dans un endroit très vert, les habitués l'ont vite rebaptisé de Groene Hond, le chien vert. Comme Aubin l'invite à entrer l'aubergiste qui le guide vers les caves où s'activent les livreurs. L'inspecteur descend prudemment les marches humides. Afin d'éviter de tacher son pantalon moutarde, il prend soin de rester loin des gouttelettes charriant moisissure et poussière de charbon, sointant des murs peints à la chaux. « Allez !» s'énerve un employé, luttant énergiquement pour déplacer de quelques centimètres une étagère à conserve de saumure et condiments, apparemment bloquée. Tout à coup, dans un tumulte fracassant, l'étagère dégringole, pivote sur elle-même et se couche aussitôt, envoyant valdinguer cornichons, oignons, rémoulades, moutarde et compagnie dans un effroyable bruit de casse et de bris de grès et de céramique. « Ah ben, il manque plus que les frites ici, » dit le policier imperturbable. Il s'adresse ensuite au plus âgé des livreurs, demande à l'entendre en privé et l'interroge sur son jeune aide. Apprend que Mathieu est serviable, autonome, et n'a pas de main gauche. « Ce quête est fiable, Zelle », ajoute le flamand.
Il a eu très tôt le sens des responsabilités, voyez-vous. Je connais bien sa famille. C'est le frère aîné rêvé qui s'occupe avec soin de ses frères et sœurs. » L'officier demande ensuite à parler au jeune assistant de 15 ans, bientôt 16. Une gueule d'ange, une tête blonde à vous retourner le cœur et la tête, des muscles fermes dans un corps svelte, de doux yeux bruns et un sourire irrésistible. Rien d'étonnant à ce que ce gamin ait conquis la jeune Angèle, pense l'enquêteur qui sourit au souvenir de sa propre adolescence, à l'effervescence des hormones, la frénésie du désir. « Connaissez-vous Madame Clotilde Hannequin » interroge-t-il. « Clotilde » réfléchit le jeune livreur. « N'est-ce pas la dame qui a été tuée au béguinage » demande-t-il. « Oui. Que pouvez-vous me dire à ce sujet, jeune homme ?»« Pas grand-chose, seulement ce dont j'ai entendu parler. » Le jeune homme possède un charisme certain, sans doute parce qu'il émane de lui une force tranquille, particulièrement sécurisante. Il perd toutefois légèrement constance lorsque le policier l'interroge ensuite sur sa relation avec mademoiselle Angèle. « C'est ma bonne amie, je l'aime » s'écrie-t-il avec un accent de sincérité farouche. « J'ai la ferme intention de la marier » répond-il avec conviction, le rouge aux joues, se dandinant légèrement d'un pied sur l'autre. « Dès que j'aurai gagné suffisamment d'argent pour nous installer » ajoute-t-il. « Qu'aimez-vous chez cette jeune fille ? La connaissez-vous bien ?» Angèle est dynamique, active, capable de prendre des responsabilités et de les assumer. On peut lui faire confiance. Et puis, elle est soucieuse de faire plaisir. L'officier l'amène à parler du béguinage. Mathieu se montre éloquent et persuasif. Ce jeune aime visiblement parler, communiquer. Toutefois, n'obtenant pas d'indices pertinents susceptibles de l'aider à résoudre l'énigme, l'inspecteur quitte l'auberge. Ayant prévu d'aller sonder une autre affaire de liaison secrète, il parcourt le chemin inverse, profite d'être de passage dans le coin pour aller saluer sa Mathilde et vérifier qu'elle est en bonne santé. Mange un morceau sur le pouce, mais madame étant d'une humeur, il débarrasse prestement le plancher. De son pas dynamique, il descend la rue de Flandre qui se poursuit par la rue Sainte-Catherine. Arrivé à hauteur du quai des Poissonniers, il ne peut s'empêcher de plisser le nez dans une grimace lui tirant les lèvres, respirant les relents de marée du marché aux poissons qui se tient au croisement suivant. Étant fort petit, une enceinte carrée à ciel ouvert assez rudimentaire, à l'intérieur de laquelle les échoppes sont réparties contre les murs, ce marché émet une forte puanteur. Le greffier criminel s'empresse de tourner à droite, longe le quai des Poissonniers jusqu'à trouver sur sa gauche la flamboyante église gothique de l'île Saint-Géry, qu'il admire un instant, tout en se disant, non sans fierté, qu'il se tient au cœur de sa ville, à l'endroit précis où est née Bruxelles. François emprunte le tunnel routier aménagé sous le chœur de l'église, celle-ci coupant la voie marchande, pour permettre aux charretiers de transporter les marchandises du port de Bruxelles à la Grand-Place. Il longe ensuite la rue du Marché aux Lins, accède à la rue du Marché au Charbon en passant par la Plattestein et arrive dans la rue du Jardin des Olives, une petite rue reliant l'ancienne porte de Saint-Jacques à la rue des Bogards. Avant de frapper à la porte de la maison à un étage percé de quelques fenêtres et couvert d'un toit à pignons crénelés, il jette un regard vers le jardin appelé « Ons Heer in Tofken », Notre Seigneur dans le petit jardin. Un petit jardin calvaire planté d'arbustes rares et de lilas et entouré d'une grille aménagée dans la partie de la rue adossée au Carme où l'on voit encore une partie de la vieille enceinte. François adresse mentalement une prière au Christ, grandeur nature, représenté priant, entouré de ses disciples dans le jardin des Olives. Il jette aussi un rapide coup d'œil à l'ange qui, sortant d'un des créneaux, semble faire une révélation aux apôtres endormis et l'implore d'intercéder le ciel pour que son enfant naisse en bonne santé. C'est un Germain inquiet qui accueille l'inspecteur. Il lui donne accès à la boutique et à l'atelier dans l'enfilade.
Le clerc du sang jette un regard alentour, observe un espace de travail particulièrement rangé, ordonné, et soupçonne son interlocuteur d'être perfectionniste, voire maniaque. « Vous êtes bien situé ici ?» demande le policier, une pointe de doute perçant dans la voix. « On ne se plaint pas, on recherche un certain isolement, » répond l'artisan, parlant de lui à la troisième personne. « Tout comme le père dont on a hérité l'ébénisterie, on a horreur du bruit, de la foule. » « N'auriez-vous pas plus de chance de faire du négoce au centre de la cité ? » « Je crois davantage en mes efforts personnels, en ma capacité de travail, ma discipline, qu'en la chance pure. » L'officier opine, puis entame son enquête en entrant d'emblée dans le vif du sujet. « Reconnaissez-vous avoir une liaison charnelle avec une béguine ?» lui demande-t-il. L'homme pâlit, autant qu'un visage blême puisse blanchir davantage, mais reconnaît l'effet d'un hochement de tête assorti d'un grognement indistinct. « Avez-vous souvent accès au béguinage de nuit ?»« Jamais !» répond Germain avec véhémence, visiblement offensé par l'insinuation de l'inspecteur. « Je respecte les règlements. Et puis je suis marié, » ajoute-t-il, l'air de dire « Attendez de voir l'engeance. » Lorsque François accède quelques minutes plus tard à l'étage où sont installés les appartements du jeune couple, il sourit en son fort intérieur en découvrant l'épouse, comprenant qu'il avait correctement interprété le sous-entendu du « je suis marié ». Une jeune femme à la carrure imposante, à la mâchoire carrée. Les jolis traits ne sont pas sans rappeler aux policiers ceux de Francisca, la dentelière. De longs cheveux blonds, un beau visage, dont les yeux tristes et la bouche amère viennent toutefois enlaidir le personnage. En parfaite maîtresse de maison, Catherine invite l'officier à s'installer dans la salle à manger et à prendre une tasse de café. Celui-ci interroge l'amant de Francisca et sa femme sur leur connaissance du béguinage et de Clotilde Hannequin en particulier. La réponse étant brève, il en arrive à sonder leur couple. On déduit qu'outre son besoin de plaire, Catherine est active, indépendante, directive, et aime ses aises. D'une part, elle a tendance à être autoritaire et ambitieuse, ce qui la pousse à agir sans s'occuper des autres. D'autre part, elle est passive, conciliante et coopérante, et elle fait tout pour maintenir la paix. Elle dirige, commande, jusqu'à paraître orgueilleuse, voire arrogante, laisse entendre son mari. Pourtant, au début de leur mariage, lorsqu'elle se sentait soutenue, elle se montrait plus faible, plus vulnérable et prête à accepter certains compromis. Elle possède une générosité de cœur, même si elle ne sait pas toujours exprimer ses sentiments, conclut l'ébéniste. Quant à l'épouse, elle décrit son mari comme un homme aimant la routine, sensible à l'esthétique et à la beauté et inclinant vers un certain raffinement, qui a le sens des détails et une lucidité à toute épreuve, car il aime garder la tête froide. Après avoir annoté quelques impressions dans son carnet, le greffier criminel les quitte. La pensée lui traverse l'esprit que, qui sait, cette analyse mutuelle va raviver la flamme du couple en fracture, ne se doutant pas que le Germain est en train de passer un sale quart d'heure. Sombre et inquiète, Catherine, la lippe mauvaise, laisse libre cours à son tempérament impulsif. Elle ne comprend absolument pas pourquoi l'inspecteur est venu les interroger, eux spécifiquement, pour un meurtre commis dans un tout autre quartier, et soupçonne son mari d'être infidèle. Frustrée par ce qu'elle voit comme un obstacle, elle réussit à lui tirer les vers du nez et part dans une colère magistrale, en voyant voler une partie de la vaisselle héritée de la belle-mère, assonnant une paire de calottes soignées à son félon de Germain.